J'ai surpris mon mari en train de répéter un discours de rupture, avec sa petite amie et sa meilleure amie qui filmaient. Elle va pleurer, puis commencer à supplier, a-t-il dit en souriant. Elle dira qu'elle ne peut pas vivre sans moi, elle promettra probablement de changer. Elle dira qu'elle ferait n'importe quoi, juste pour que je ne la quitte pas. Il parlait. J'écoutais. Puis j'ai fait glisser une enveloppe sur la table. La circulation sur l'autoroute avait été étrangement fluide, et le déjeuner d'affaires avec nos investisseurs potentiels s'était terminé avec 40 minutes d'avance. En passant par l'entrée arrière tranquille de notre immeuble de bureau, je répétais déjà mentalement ma nouvelle excitante pour Antoine, l'accord Lefebvre était pratiquement conclu, il ne manquait plus qu'une signature. Après 3 ans de semaines de travail harassante et de paris financiers, nous étions enfin sur le point de percer. Avant de continuer, je voudrais prendre un moment pour vous remercier de m'accompagner dans ce voyage de trahison et de reconquête. Si vous vous êtes déjà senti sous-estimé ou ignoré, cette histoire pourrait profondément résonner en vous. Envisagez de vous abonner, c'est totalement gratuit et cela vous met en relation avec d'autres personnes qui apprécient ces récits de force tranquille et de justice calculée. Maintenant, revenons au moment où tout a basculé. C'est alors que j'ai entendu la voix de mon mari provenant de la salle de conférence, la porte légèrement entr'ouverte. Quelque chose dans son ton m'a fait m'arrêter, une froideur inhabituelle que je ne lui avais jamais entendue au travail. Elle va pleurer, puis se mettra à supplier, disait Antoine, sa voix empreinte d'un sourire narquois que je pouvais pratiquement visualiser sans voir son visage. Elle dira qu'elle ne peut pas vivre sans moi, promettra probablement de changer. Je me suis figé, ma main agrippant si fort la lanière de mon sac en cuir que mes jointures sont devenues blanches. De qui parlait-il ? Mon estomac s'est noué d'un sentiment nauséeux que je n'ai pas pu identifier immédiatement. Elle dira qu'elle fera n'importe quoi, juste ne me quitte pas, continua-t-il, sa voix prenant un ton moqueur qui m'a glacé le sang. L'instinct m'a dit de rester caché. Je me suis plaqué contre le mur à côté de la porte, retenant à peine ma respiration, tandis que mon mari continuait, Chloé a toujours été prévisible comme ça. Tu te souviens quand j'ai voulu déménager en province pour l'école de commerce ? Les larmes ont coulé immédiatement. Pareil quand j'ai suggéré de vendre la maison au bord du lac de son père pour financer les coûts initiaux de la start-up. Mon nom. Il parlait de moi. Le sol semblait basculer sous mes pieds, mais quelque chose m'a maintenu enraciné sur place. Le timing doit être parfait, continua Antoine, juste après la signature avec Lefebvre, mais avant que l'argent n'arrive sur nos comptes. Elle sera trop émotive pour réfléchir clairement à sa participation dans l'entreprise. Une voix féminine répondit, familière d'une manière qui me donnait la chair de poule, « Et tu es sûr que le contrat de mariage couvre ce scénario ?» Léa, la directrice marketing de notre entreprise. La femme qu'Antoine avait insisté pour que nous embauchions malgré son expérience limitée. La femme qui passait des soirées tardives au bureau avec mon mari pendant que je voyageais pour décrocher l'accord Lefebvre. Positif, répondit Antoine avec une confiance désinvolte. Quand nous nous sommes mariés, Chloé n'était que la fille endeuillée avec un gros chèque d'héritage. Elle n'avait aucune idée de ce que nous étions en train de construire. Le contrat de mariage protège mes entreprises. C'est la formulation exacte. L'argent de son père n'était que le capital d'amorçage. Mon père était décédé à peine 6 mois avant que je ne rencontre Antoine. La douleur était encore vive lorsqu'il m'a demandé en mariage 1 an plus tard. La police d'assurance de papa et la vente de son entreprise de construction m'avaient laissé près de 2 millions d'euros. De l'argent que j'avais prévu d'investir prudemment sur des décennies. Au lieu de cela, j'avais tout investi dans la vision d'Antoine. Dans notre vision, du moins c'est ce que je pensais. Honnêtement, intervint une autre voix féminine, je suis impressionné que tu aies ce plan au point, jusqu'aux phrases exactes qu'elle utilisera. Amélie. Ma colocataire d'université. La femme qui s'était tenue à mes côtés à mon mariage. L'ami qui avait pleuré avec moi chaque année à l'anniversaire de la mort de mon père. J'ai senti la bile me monter à la gorge, mais je l'ai ravalée. Mon esprit s'emballa pour cataloguer chaque interaction avec Amélie au cours des derniers mois, cherchant des indices que j'avais manqués. C'est parce que je sais exactement comment elle va réagir, continua Antoine, l'air presque ennuyé maintenant. Elle n'a jamais été particulièrement compliquée. Un léger rire de Léa. Et tu es sûr de vouloir que je filme ça pour la prospérité ? Postérité, corrigea Amélie. Et oui, nous avons besoin de documentation sur la façon dont elle réagit quand tu le lui diras. Si elle essaie quoi que ce soit de louche avec l'entreprise par la suite. Elle ne le fera pas, interrompit Antoine.
Chloé évite la confrontation comme la peste. Elle l'a toujours fait. Elle sera trop anéantie pour se battre. Quelque chose a changé en moi à ce moment-là, un changement fondamental dans les fondations de qui j'étais. La femme qu'il décrivait, la femme que mon mari pensait connaître si bien, commença à se dissoudre. À sa place se tenait quelqu'un de nouveau, quelqu'un qu'ils n'avaient pas pris en compte dans leurs calculs minutieux. J'aurais dû défoncer la porte, j'aurais dû crier et exiger des explications. Au lieu de cela, j'ai reculé silencieusement de 3 pas, puis je me suis retourné et j'ai marché, les jambes tremblantes, vers l'escalier de secours. Ce n'est que là, dans l'enceinte froide en béton, que je me suis permis une unique inspiration haletante. Mon père avait bâti son entreprise de construction à partir de rien, travaillant 60 heures par semaine pendant des décennies. Comprends toujours le plan complet avant de commencer à construire, m'avait-il dit d'innombrables fois. Maintenant, j'avais besoin du tableau complet de ce à quoi j'étais confronté. Dans mon bureau, j'ai verrouillé la porte et je me suis affalé sur ma chaise, l'esprit en ébullition, passant en revue chaque document commercial qu'Antoine et moi avions signé ensemble. Le contrat de mariage que j'avais cru être une formalité. Le pacte d'associés pour Élan Numérique qui établissait les parts de propriété. Le contrat Lefebvre en attente de signature qui triplerait la valeur de notre entreprise du jour au lendemain. Pendant que mon ordinateur démarrait, j'ai retiré mon alliance et je l'ai posée sur le bureau. 3 carats de diamants qui avaient autrefois symbolisé une promesse ne ressemblaient plus qu'à un coût de transaction, un acompte qu'Antoine avait versé pour accéder à mon héritage. J'ai ouvert notre serveur de documents sécurisé et j'ai commencé à télécharger méthodiquement tout, dossiers financiers, contrats, emails, procès-verbaux de réunion. Mes mains travaillaient avec régularité, même si mon esprit peinait à traiter la trahison. 3 ans de mariage, 5 ans de partenariat, tout cela construit sur des calculs auxquels je n'avais pas été initié. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'Antoine, comment s'est passée la réunion Lefebvre? Je rentre tard ce soir, gros projet avec l'équipe marketing. Avec l'équipe marketing. Avec Léa. J'ai tapé en réponse, réunion géniale, accord presque conclu. Prends ton temps ce soir. En appuyant sur envoyer, un calme étrange s'est installé en moi. Antoine croyait avoir cartographié toutes les réactions possibles que je pourrais avoir, chaque réponse émotionnelle à sa trahison répétée. Il pensait savoir exactement qui j'étais et ce que je ferais. Mais il avait commis une erreur de calcul critique. Il ne m'avait jamais réellement vu me battre pour quelque chose, parce que jusqu'à présent, j'avais cru que nous nous battions ensemble. Il n'avait jamais été témoin de ce dont j'étais capable lorsqu'elle était acculée, parce qu'il s'était toujours positionné comme mon allié, jamais comme mon adversaire. J'ai ouvert mes contacts et j'ai fait défiler jusqu'à un nom que je n'avais pas appelé depuis des mois, Maître Dubois. L'avocat de mon père. L'homme qui avait géré sa succession et m'avait conseillé sur mon héritage. L'homme qui avait gentiment suggéré un contrat de mariage plus approfondi, ce que j'avais poliment décliné. Maître Dubois, c'est Chloé Moreau, utilisant mon nom de jeune fille. J'ai besoin de votre aide pour quelque chose d'urgent et de totalement confidentiel. En expliquant la situation, ma voix est restée stable, un contraste frappant avec la Chloé qu'Antoine avait si sévère décrite dans la salle de conférence. La Chloé qui pleurerait, supplierait et promettrait de changer. Cette femme n'existait plus. À sa place se tenait quelqu'un avec un objectif clair et les ressources pour l'atteindre. Quelqu'un qui comprenait maintenant que la confiance était un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre, et que le seul plan fiable était celui qu'elle concevait elle-même. J'avais 7 jours avant la clôture de l'accord Lefebvre. 7 jours pour réécrire la fin qu'Antoine pensait déjà écrite. Le bureau de Maître Dubois n'avait pas changé en 5 ans, depuis que j'étais assise en face de lui pour discuter de la succession de mon père. Les mêmes livres de droit reliés en cuir garnissaient les étagères en acajou, les mêmes œuvres d'art discrètes ornaient les murs, et le même air d'inquiétude mesuré traversa son visage alors que j'exposais ce que j'avais découvert. Je dois comprendre exactement où j'en suis, dis-je en faisant glisser le carnet usé de mon père sur son bureau. J'avais pris des notes méticuleuses depuis ce jour dans la salle de conférence, heure, date, citation textuelle. Et je dois savoir s'il y a quelque chose que je peux faire avant qu'il ne passe à l'action. Maître Dubois étudia mes notes à travers des lunettes de lecture perchées sur son nez. Votre père serait fier de votre sang-froid, Chloé. Peu de gens pourraient maintenir une telle clarté dans votre position. Je ne me sens pas calme, admis-je, la première fêlure dans ma voix depuis que j'étais entré dans son bureau. J'ai l'impression de jouer un rôle dans une pièce de théâtre terrible. C'est exactement ce que vous faites,
acquiesça Maître Dubois en attrapant nos documents originaux de constitution de société. Et il est crucial que vous ne sortiez pas de votre rôle tant que nous ne comprenons pas le scénario complet. Pendant 3 heures, nous avons disséqué chaque document juridique lié à Élan Numérique. L'accord initial de financement de démarrage où j'avais contribué 1,8 million d'euros de mon héritage. Le pacte d'associés où Antoine détenait 60% des parts malgré ma contribution financière plus importante ou une concession que j'avais faite parce qu'il m'avait convaincu que son apport en industrie et ses relations dans le secteur justifiaient la participation majoritaire. Il y a quelque chose d'étrange ici, dit Maître Dubois en tapotant un paragraphe de notre rapport financier trimestriel. Ces coûts de développement pour le projet Lefebvre, ils sont presque le double de ce que des projets similaires dans votre portefeuille ont nécessité. Je me penchai en avant, étudiant les chiffres. Antoine avait dit, les coûts accrus étaient dus à une programmation spécialisée que nous devions externaliser. À quel fournisseur, demanda Maître Dubois. Une recherche rapide révéla une société dont je n'avais jamais entendu parler, Solutions Fictives SARL. Fondée il y a 18 mois, sans site web, sans présence sur les réseaux sociaux, et une adresse commerciale qui semblait être une boîte postale en Alsace. Je dois savoir à qui appartient cette société, dis-je. Maître Dubois hocha la tête. Je vais demander à mon enquêteur de se pencher là-dessus immédiatement. En attendant, nous devons obtenir des copies de tous les relevés bancaires et déclarations fiscales. Et Chloé. Son expression devint sérieuse, vous devez continuer comme si de rien n'était. Le lendemain matin, je suis entré dans la cuisine de notre maison où Antoine préparait du café, le dos tourné. Chaque cellule de mon corps voulait le confronter, exiger des explications pour sa trahison. Au lieu de cela, je l'ai embrassé sur la joue et lui ai demandé comment s'était passée sa soirée tardive au bureau. Productive, dit-il en me tendant une tasse. Comment avancent les préparatifs Lefebvre? Tout est sur la bonne voie, répondis-je, me forçant à croiser son regard. Présentation finale demain, signature d'ici la fin de la semaine. C'est ma fille, dit-il avec un sourire qui m'aurait autrefois réchauffé. Maintenant, je ne pouvais y voir que du calcul. Au bureau, j'ai maintenu ma routine tout en menant mon enquête secrète. Pendant les pauses déjeuner, je photographiais méthodiquement les documents auxquels je ne pouvais pas accéder numériquement. Après les heures de travail, j'examinais des années de dossiers financiers, cherchant des schémas que j'avais manqués en faisant confiance à Antoine pour gérer l'aspect commercial de notre partenariat. Le jeudi, l'enquêteur de Maître Dubois confirma ce que j'avais commencé à soupçonner, Solutions Fictives SARL était enregistrée au nom du frère de Léa, avec Antoine comme associé occulte. Près de 400 000 € des fonds de l'entreprise avaient été détournés via cette société écran pour des services jamais réellement rendus. C'est du détournement de fonds, déclara Maître Dubois sans embâche lors de notre réunion clandestine dans un café à 3 villes de là. Et cela nous donne un levier. Pas assez, dis-je en remuant mon thé intact. Il pourrait plaider l'ignorance de l'implication du frère de celle-ci. Nous avons besoin de quelque chose d'irréfutable. Ce soir-là, Amélie appela, la voix joyeuse, pour m'inviter à déjeuner le lendemain. Juste entre filles, dit-elle. Tu dois être stressé avec la clôture du gros contrat. Ce serait génial, répondis-je, étonné de la stabilité de ma voix. J'aurais bien besoin d'une amie en ce moment. La performance était épuisante. Chaque matin, je m'habillais pour la bataille sous les dehors de la vie normale. Chaque nuit, je m'allongeais à côté de l'homme qui complotait ma dévastation financière et émotionnelle, écoutant sa respiration tandis que mon esprit élaborait des plans d'urgence. Le vendredi matin, l'occasion se présenta sous la forme de révision de documents pour le contrat Lefebvre. En tant que directeur des opérations, Antoine devait approuver des modifications de dernière minute avant notre réunion de clôture. Se précipitant entre les appels, il jeta à peine un coup d'œil au papier que je plaçais devant lui. Clause de responsabilité standard, expliquai-je honnêtement, en désignant les sections surlignées qui traitaient effectivement de la responsabilité. Ce que je n'ai pas mentionné, ce sont les pages supplémentaires glissées entre ces clauses, des documents que Maître Dubois avait préparés, autorisant le transfert des droits de propriété intellectuelle de notre technologie de base de l'entreprise à moi personnellement. Dans sa hâte et sa distraction, Antoine les signa tous. Merci, chérie, dit-il, se retournant déjà vers son appel. J'ai rassemblé les papiers avec des mains fermes, le cœur battant, et je les ai apportés directement au notaire public qui travaillait 2 étages plus bas. À chaque signature qu'elle authentifiait, ma position se renforçait. Cet après-midi-là, Maître Dubois confirma ce que ces documents signifiaient,
même si Antoine conservait le contrôle d'élan numérique en tant qu'entité commerciale, la technologie qui rendait l'entreprise précieuse m'appartenait désormais légalement, à moi seul. Toute tentative de m'évincer rendrait son entreprise pratiquement sans valeur pour Lefebvre ou tout autre acheteur potentiel. C'est votre filet de sécurité, expliqua Maître Dubois, rangeant soigneusement les documents notariés dans sa mallette. Mais il nous manque toujours la preuve irréfutable qui démontre son intention. En rentrant chez moi ce soir-là, l'épuisement mental menaçait de me submerger. Maintenir cette façade tout en démantelant les plans d'Antoine pièce par pièce exigeait une force que je ne me connaissais pas. À un feu rouge, j'ai aperçu mon reflet dans le rétroviseur et j'ai à peine reconnu la femme qui me regardait. Ses yeux plus durs, sa mâchoire serrée avec une détermination que mon père aurait reconnue sur son propre visage. Mon téléphone sonna. Un SMS d'Antoine, réservation demain soir, l'entrecôte royale en ville. On fête notre dernier dîner avant de devenir millionnaire. Je savais ce qu'il préparait. Le restaurant, assez public pour décourager une scène, assez privé pour son discours préparé. Léa positionnée à proximité avec sa caméra. La façade de célébration qui se transformerait rapidement en la fin de notre mariage. Il ne se doutait pas que j'avais mes propres plans pour ce dîner, ma propre enveloppe à faire glisser sur la table. J'ai répondu par SMS un seul mot, parfait. Puis j'ai appelé Maître Dubois avec les instructions finales pour préparer les documents qui deviendraient ma contre-attaque. Après près de 2 semaines d'enquête, de simulation et de planification, la fin du jeu était enfin en vue. Je n'étais plus la fille endeuillée avec un héritage à exploiter. J'étais l'enfant de mon père dans tous les sens du terme, méthodique, stratégique et absolument déterminé à ne pas être sous-estimé. Le matin arriva avec un soleil implacable qui filtrait à travers les fenêtres de notre chambre. À côté de moi, Antoine parcourait son téléphone, un petit sourire jouant au coin de sa bouche. Envoyait-il des SMS à Léa, planifiant quelques détails finaux de mon humiliation? Je ne le saurais jamais, et étrangement, cela ne m'importait plus. L'équipe de Lefebvre veut une dernière réunion de révision avant la cérémonie de signature, mentionnai-je nonchalamment en sortant du lit. Je l'ai programmée pour 11 heures. Antoine hocha la tête distraitement. Occupe-temps. J'ai des appels avec des investisseurs potentiels toute la matinée. Des investisseurs? Je m'arrêtai, un pied dans notre dressing. Nous n'avons pas discuté de nouveaux investisseurs. Il leva les yeux, ce sourire charmant familier apparaissant trop rapidement. Juste des conversations préliminaires. On met nos canards en rang pour la phase de croissance après Lefebvre. Bien sûr, répondis-je en choisissant un tailleur pantalon bleu marine qui, je le savais, me donnait un air autoritaire. Bien pensé. 2 pouvaient jouer au jeu des secrets. Pendant qu'il menait ces conversations préliminaires, je transférerais les relations clients-clés sous ma gestion directe, une démarche que j'avais commencé à initier des jours auparavant. La réunion de révision Lefebvre se déroula sans accroc, leur équipe juridique impressionnée par la rigueur de notre documentation. Antoine avait toujours été le visage de ces réunions, mais aujourd'hui, j'ai occupé le devant de la scène, démontrant une connaissance intime de chaque détail du projet. Notre client semblait agréablement surpris par ma maîtrise des aspects techniques, aspects qu'Antoine avait toujours insisté pour gérer. Votre femme est une sacrée pointure, commenta Monsieur Lefebvre à Antoine pendant une pause. J'observai attentivement son visage, notant le léger resserrement autour de ses yeux. Elle est pleine de surprises, répondit-il, sa main trouvant le creux de mon dos dans un geste qui autrefois semblait protecteur mais qui maintenant semblait possessif. Après la réunion, j'aperçus Amélie qui attendait dans le hall, son sac à main de créateur serré nerveusement dans ses doigts manucurés. Notre déjeuner programmé, celui où elle était censée recueillir subtilement des informations sur mon état émotionnel avant l'embuscade prévue pour le lendemain. Prête pour un moment entre filles, lança-t-elle, son sourire trop éclatant. Absolument, répondis-je, égalant sa fausse gaieté alors que nous marchions vers le bistrot chic du coin. Nous avons commandé des salades que ni l'une ni l'autre ne mangerions et échangé des banalités sur la météo. Pendant tout ce temps, j'étudiais mon ancienne amie, la femme qui m'avait tenu la main aux funérailles de mon père, qui m'avait aidé à choisir ma robe de mariée, qui maintenant était assise en face de moi, complotant ma chute. « Comment vont les choses avec Antoine » demanda-t-elle finalement, son ton empreint d'une inquiétude feinte. « Vous semblez tous les deux si occupés ces derniers temps. » Je pris une gorgée d'eau délibérée, posai le verre avec précision et croisai son regard. « C'est intéressant que tu me demandes des nouvelles d'Antoine, dis-je doucement. J'avais l'intention de te remercier. » Ses sourcils parfaitement dessinés se haussèrent légèrement. « Me remercier ?
Pour avoir filmé sa répétition? La répétition du discours de divorce? C'était très instructif. Toute couleur quitta le visage d'Amélie. Sa bouche s'ouvrit, se referma, puis s'ouvrit à nouveau comme un poisson se retrouvant soudainement à sec. Chloé, Pas besoin d'expliquer, l'interrompis-je, ma voix stable malgré les battements de mon cœur. Tu as clairement montré tes allégeances. J'ai juste une question. Elle me regarda, figée. Est-ce que ça en valait la peine? Échanger 15 ans d'amitié contre ce qu'il t'a promis? Des larmes montèrent à ses yeux. Authentique ou une autre performance? Je ne pouvais plus le dire. Ce n'est pas ce que tu penses, murmura-t-elle. Léa m'a approché, a dit que ce serait juste de la documentation au cas où tu essaierais de tout prendre dans le divorce. Je ne savais pas qu'il prévoyait de te couper financièrement. Mais tu savais qu'il prévoyait de me briser le cœur, répondis-je. Et tu allais filmer ça pour la postérité. Elle tressaillit à mon utilisation délibérée du mot correct, celui qu'elle avait corrigé Léa lors de leur séance de planification. Je suis désolée, dit-elle, une larme coulant sur sa joue. Je posai de l'argent sur la table pour mon repas intact et me levai. Tes excuses sont notées. Et Amélie, je ne mentionnerai pas cette conversation à Antoine ou Léa. Ce serait fâcheux pour ta position chez Cabinet Vasseur et Morel si tes employeurs apprenaient que tu étais impliqué dans de l'espionnage industriel. Son cabinet d'avocats avait des politiques d'éthique strictes, un fait dont elle s'était plainte lors de brunch au fil des ans. Une autre information donnée librement que je maniais maintenant comme un scalpel. Cet après-midi-là, j'ai rencontré en privé notre programmeur principal, Jean-Pierre, qui était avec nous depuis le début. Il m'avait toujours rendu compte sur le plan opérationnel tout en prenant la direction technique d'Antoine. J'ai besoin de ton entière honnêteté, lui dis-je après avoir fermé la porte de mon bureau. Antoine t'a-t-il demandé de préparer des fichiers pour un transfert? Des données clients, du code propriétaire, quelque chose d'inhabituel? Le malaise de Jean-Pierre sur sa chaise me dit tout avant qu'il ne parle. Il m'a demandé de créer des sauvegardes de notre architecture de base, a dit que c'était pour l'accord Lefebvre. J'acquiesçai, veillant à ne pas laisser transparaître de jugement. Quand l'a-t-il demandé? Il y a 3 semaines, et encore hier. Il a dit qu'il en avait besoin pour demain après-midi. Un timing parfait pour sa stratégie de sortie planifiée. J'aimerais que tu prépares ces sauvegardes comme demandé, dis-je calmement. Mais j'ai besoin de copies vérifiées et sécurisées dans notre référentiel protégé. Peux-tu le faire sans éveiller les soupçons? Jean-Pierre m'étudia, la loyauté luttant avec la confusion. Tout va bien, Chloé? Ça ira, l'assurai-je. Je m'assure simplement que notre propriété intellectuelle reste protégée pendant cette période de transition. Ce soir-là, dans notre maison vide, je me suis accordé 30 minutes de chagrin honnête. Assise par terre dans notre placard, entouré des preuves matérielles de notre vie commune, j'ai sangloté jusqu'à ce que ma gorge me fasse mal. J'ai pleuré non seulement l'homme que je pensais avoir épousé, mais aussi l'avenir auquel j'avais cru, des enfants, vieillir ensemble, construire quelque chose de significatif. Quand les 30 minutes furent écoulées, je me lavai le visage, me remaquillai et appelai l'entrecôte royale pour confirmer notre réservation pour le lendemain soir. Puis j'ai passé un deuxième appel, demandant leur salle à manger privée au lieu de la table en salle principale qu'Antoine avait réservée. Et pourriez-vous accueillir 4 invités supplémentaires, demandai-je. C'est une célébration d'affaires spéciale. J'ai invité Monsieur Lefebvre et son directeur financier, sachant qu'Antoine n'oserait pas se dérober à sa performance avec des témoins aussi importants présents. J'ai également invité 2 membres du conseil d'administration en qui j'avais confiance, des personnes qui avaient respecté mon père et qui avaient une influence considérable dans notre secteur. La scène était parfaitement plantée. Alors que je me préparais pour le lit cette nuit-là, Antoine sortit de la douche, une serviette nouée autour de sa taille. Un instant, en le regardant se déplacer dans notre chambre avec un tel confort familier, le doute s'insinua. Avais-je mal compris? Est-ce que je surréagissais? Puis son téléphone vibra sur la table de nuit. Il se jeta dessus avec une urgence inhabituelle, inclinant l'écran loin de moi. Tout va bien, demandai-je doucement. Juste Léa, répondit-il trop nonchalamment. Dernier détail pour la cérémonie de signature Lefebvre. Ah, acquiesçai-je en me détournant pour cacher mon expression. Tout doit être parfait demain. Sur ce point au moins, nous étions entièrement d'accord. Le matin de ce qu'Antoine croyait être sa sortie triomphale se leva, clair et vif, un samedi d'automne qui sentait les possibilités,
à la fois les fins et les commencements. Je le regardais s'habiller avec un soin inhabituel, choisissant son costume bleu marine porte-bonheur, celui qu'il portait lorsque nous avions signé notre premier client important. Grand jour, commenta-t-il en ajustant sa cravate dans le miroir, ses yeux ne rencontrant jamais tout à fait les miens dans le reflet. Qui change une vie, acquiesçai-je, le double sens lui échappant alors qu'il vérifiait son téléphone pour la 5e fois en autant de minutes. Pendant qu'il se dirigeait vers le bureau pour les derniers préparatifs, je me rendis chez Maître Dubois où nous finalisâmes le contenu de mon enveloppe. Chaque document avait été soigneusement préparé, notarié et organisé stratégiquement pour un impact maximal. Rappelez-vous, conseilla Maître Dubois en glissant les papiers dans une lourde enveloppe crème portant l'entête du cabinet d'avocat de mon père, le timing est primordial. Laissez-le commencer son discours, établissez clairement son intention devant les témoins. Puis présentez votre contre-proposition. J'acquiesçai, palpant le bord de l'enveloppe scellée. Et l'équipe Lefebvre sait qu'elle doit rester neutre. Ils comprennent seulement qu'il peut y avoir un différend interne qui n'affecte pas leur acquisition des droits technologiques qui, grâce à ces documents signés par Antoine, vous appartiennent désormais exclusivement, indépendamment de la propriété de l'entreprise. À 18h30, j'arrivai à l'Entrecôte Royale, 15 minutes avant notre réservation. Le maître d'hôtel m'escorta jusqu'à la salle à manger privée que j'avais arrangée, sa riche table en acajou dressée pour cette personne. La chaise vide à côté de la mienne était une reconnaissance silencieuse de ce qui allait arriver. Monsieur Lefebvre et son directeur financier arrivèrent les premiers, suivis par les membres du conseil d'administration. Des conversations professionnelles anodines emplirent l'air tandis que les serveurs versaient du vin et décrivaient les spécialités du soir. Je conservais un sang-froid parfait, discutant des projections du 3e trimestre et des expansions du marché comme s'il s'agissait d'un dîner d'affaires normal. À 19h02 précise, Antoine entra, se figeant momentanément en voyant le groupe assemblé. Surprise, dis-je en me levant pour l'embrasser sur la joue. J'ai pensé que nous devrions célébrer correctement avec les personnes qui ont contribué à rendre cet accord possible. Sa reprise fut impressionnante, le sourire charmant apparaissant alors qu'il serrait des mains et acceptait les félicitations. Mais j'ai surpris l'éclair de panique dans ses yeux, le regard subtil vers la salle à manger principale où, sans aucun doute, Léa attendait avec sa caméra. « Quand as-tu arrangé ça ?» demanda-t-il entre ses dents serrées alors que nous prenions place. « Hier » répondis-je calmement. « Je sais combien tu apprécies une bonne mise en scène spectaculaire. » Le dîner se déroula avec une normalité exquise. Les steaks étaient parfaits, le vin coulait généreusement et les conversations d'affaires dominaient. Sous la table, je sentais la jambe d'Antoine rebondir d'énergie nerveuse. 2 fois, il vérifia sa montre, et une fois, il s'excusa pour envoyer un SMS à Léa, présumé jeu. Alors que les menus des desserts étaient présentés, j'aperçus un mouvement près de la porte partiellement ouverte de la salle privée. Amélie se tenait dans le couloir, faisant semblant d'examiner un tableau tout en surveillant clairement notre table. Derrière elle, à moitié cachée par une plante décorative, Léa serrait ce qui semblait être son téléphone, positionné pour enregistrer. Ils avaient donc adapté leur plan. Le public avait changé, mais la performance allait avoir lieu. Antoine s'éclaircit la gorge, posant son menu de dessert intact. Sa posture changea subtilement alors qu'il se tournait vers moi, ignorant nos convives. C'était ça. Le moment qu'il avait répété. Le discours qu'il avait pratiqué en se faisant filmer. Chloé, commença-t-il, sa voix prenant ce ton doux et étudié que je reconnaissais maintenant comme complètement artificiel. Il y a quelque chose dont je voulais te parler, quelque chose d'important. Monsieur Lefebvre leva les yeux, la confusion traversant son visage face à ce soudain tournant personnel dans la conversation. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, continua Antoine, à nous, à où nous allons. Je remarquai que ses yeux se tournèrent rapidement vers la porte où Léa avait changé de position, son téléphone maintenant clairement visible alors qu'elle enregistrait. Les membres du conseil échangèrent des regards mal à l'aise, sentant le moment inopportun de ce qui semblait être une conversation personnelle. Je pense que nous savons tous les deux que les choses ne vont pas bien entre nous depuis un moment, insista Antoine, engagé maintenant dans son scénario malgré le public inattendu. Nous nous sommes éloignés, sommes devenus des personnes différentes. Il marqua une pause, un moment de réflexion feinte que je reconnaissais maintenant comme calculé. Je pense qu'il serait préférable que nous nous séparions, que nous mettions fin à notre mariage avant de commencer à nous en vouloir mutuellement. La table tomba dans le silence. Le directeur financier de Monsieur Lefebvre fixait intensément son verre d'eau. Un membre du conseil commença à se lever, clairement mal à l'aise, mais je lui fis un geste subtil pour qu'il reste assis.
Je sais que c'est difficile à entendre, continua Antoine, tendant la main vers la mienne par-dessus la table dans un geste qui paraissait attentionné mais qui semblait mécanique. Tu pourrais avoir l'impression de ne pas pouvoir vivre sans moi en ce moment. Tu pourrais même promettre de changer, d'être différente, de faire n'importe quoi. Juste, ne me quitte pas, complétai-je, citant sa répétition mot pour mot. Son rythme vacilla, ses yeux s'écarquillèrent légèrement avant qu'il ne se reprenne. Quelque chose comme ça, oui. Mais j'ai pris ma décision. C'est mieux ainsi. Plus propre. Je laissai 5 secondes de silence parfait emplir la pièce, sentant le poids du malaise de nos invités et la confiance croissante d'Antoine que son plan, bien que modifié, fonctionnait. Puis je plongeai la main dans mon sac à main et en retirai l'enveloppe crème. J'ai préparé quelque chose pour ce moment, dis-je, ma voix stable, en la faisant glisser sur la nappe blanche vers lui. Quelque chose que je pense que tu devrais voir avant de continuer. La confusion traversa son visage. Cela ne faisait pas partie de son scénario. Sa main hésita avant de prendre l'enveloppe. Le papier épais fit un léger bruit alors qu'il brisait le seau et retirait le contenu. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-il en parcourant le premier document. « Ça, répondis-je, assez clairement pour que tout le monde entende, c'est un décompte complet des fonds détournés d'élan numérique vers Solutions Fictives SARL, la société écran que tu as créée avec le frère de Léa. » Son visage pâlit alors qu'il passait au document suivant. « Ça, c'est le transfert de propriété intellectuelle que tu as signé la semaine dernière, me donnant la propriété exclusive de nos brevets technologiques de base. » Ses mains commencèrent à trembler légèrement alors qu'il continuait à parcourir la liasse. « Et ça, dis-je alors qu'il atteignait les dernières pages, c'est une copie de l'enregistrement vidéo où tu as répété ce discours de rupture exact, discutant de la façon prévisible dont je supplierais et pleurerais, pendant que Léa filmait et Amélie te coachait sur ce qu'il fallait dire. » À l'embrasure de la porte, j'entendis une inspiration brusque. Léa avait baissé son téléphone, son visage un masque de choc visible à travers la porte partiellement ouverte. « Tu devrais peut-être inviter ton public à nous rejoindre correctement, suggérai-je à Antoine, dont le visage était passé de confiant à cendré. Puisqu'ils se sont donné tant de mal pour documenter ce moment. Pendant plusieurs secondes atroces, le seul son dans la salle à manger privée fut la douce musique classique provenant de haut-parleurs cachés. Antoine fixait les documents, ses doigts agrippant les pages si fort qu'elles se froissaient sur les bords. Quand il leva enfin les yeux, le masque charmant était complètement tombé, révélant quelque chose de laid et de désespéré en dessous. « Tu n'avais pas le droit, siffla-t-il, la voix à peine audible. « J'avais tous les droits, répondis-je calmement. En tant que ta femme, ta partenaire commerciale, et la personne qui a financé l'entreprise même que tu prévoyais de me voler. » Avec une réticence visible, Léa et Amélie entrèrent dans la pièce, le téléphone enregistreur maintenant baissé sur le côté de Léa. Monsieur Lefebvre et nos membres du conseil d'administration regardaient avec une fascination non dissimulée ce drame d'entreprise se dérouler devant eux. « Monsieur Lefebvre, dis-je en me tournant vers notre client le plus important avec un sang-froid parfait. Je m'excuse pour ce théâtre inattendu lors de notre dîner de célébration. Cependant, je crois que la transparence est cruciale à ce stade. » Monsieur Lefebvre, un homme d'affaires chevronné qui avait surmonté sa part de conflits d'entreprise, hocha simplement la tête. « Veuillez continuer, Madame Moreau. Il y a 3 semaines, j'ai accidentellement entendu mon mari répéter comment il mettrait fin à notre mariage immédiatement après avoir obtenu votre contrat, mais avant que l'argent ne soit transféré. Je fis un geste vers Léa. Avec sa petite amie qui filmait et mon ancienne amie qui lui donnait son avis sur sa performance. Léa tressaillit au mot « petite amie », ses yeux se dirigeant nerveusement vers les membres du conseil d'administration dont l'approbation pouvait faire ou défaire des carrières dans notre secteur. « Ce qu'elle ne vous dit pas, » interrompit Antoine, le désespoir perçant dans sa voix, « c'est qu'elle manipule les documents de l'entreprise dans mon dos. C'est elle qui commet une fraude. » En fait, dis-je calmement, en sortant un autre document de mon portefeuille, j'ai ici le rapport d'expertise comptable détaillant exactement comment 427 000 € ont été détournés d'élan numérique vers Solutions Fictives SARL, une société écran enregistrée au nom du frère de Mademoiselle Marchand, avec vous comme associé occulte. L'un des membres du conseil d'administration, Martine Beaumont, prit le rapport. Directrice financière à la retraite jouissant d'une réputation d'éthique des affaires, Martine avait été l'amie et le mentor de mon père. Son expression se durcit alors qu'elle parcourait les chiffres. Ces détournements ont commencé il y a 18 mois, nota-t-elle, levant les yeux vers Antoine avec une déception non dissimulée. Peu après la clôture du tour de financement de série B, la mâchoire d'Antoine travaillait silencieusement, ses yeux allant d'un visage à l'autre,
cherchant un allié et n'en trouvant aucun. C'est un malentendu, réussit-il finalement à dire, retrouvant un peu de calme. Chloé est contrariée par des affaires personnelles et elle les confond avec des opérations commerciales régulières. Vraiment, demandai-je en hochant la tête vers le directeur financier de Monsieur Lefebvre, Robert. Considéreriez-vous des paiements à une société écran pour des services jamais rendus comme des opérations commerciales régulières? Robert secoua la tête sombrement. Nous appellerions cela du détournement de fonds. C'est ridicule, intervint soudainement Léa, retrouvant sa voix. Vous la croyez tous sur parole en vous basant sur une comptabilité créative. Antoine a bâti cette entreprise à partir de rien. C'est lui le visionnaire ici. Le visionnaire avec l'argent de mon père, corrigeai-je doucement. Et quant à me croire sur parole. Je fis un geste vers son téléphone. Pourquoi ne partagez-vous pas l'enregistrement que vous étiez en train de faire? Ou mieux encore, la séance de répétition où Antoine a répété exactement comment je supplierais et pleurais quand il me quitterait? Amélie, qui était restée silencieuse et livide près de la porte, prit soudain la parole. Je l'ai, dit-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. La vidéo originale. J'ai gardé une copie. Tous les yeux se tournèrent vers elle alors qu'elle sortait son propre téléphone, les mains tremblantes. Je suis désolé, Chloé. Ça a été trop loin. Antoine se jeta sur le téléphone d'Amélie, mais le service de sécurité de Monsieur Lefebvre, qui se tenait discrètement près de la porte, s'interposa entre eux avec une efficacité rodée. Ça suffit, dit fermement Monsieur Lefebvre. Madame Moreau, bien que j'apprécie votre transparence, je dois vous demander, comment cela affecte-t-il notre contrat? Cela ne l'affecte pas, l'assurai-je. Les droits de propriété intellectuelle que vous acquérez m'ont été légalement transférés personnellement la semaine dernière. Monsieur Antoine Dubois a signé les documents lui-même. Je fis un signe de tête vers les papiers toujours serrés dans la main d'Antoine. L'accord se poursuit comme prévu, les paiements étant dirigés vers la société holding appropriée décrite dans notre accord. Monsieur Lefebvre m'étudia pensivement avant d'acquiescer. Alors, nous procéderons à la clôture comme prévu lundi matin. Tu ne peux pas faire ça, dit Antoine, sa voix maintenant mortellement calme, toute prétention abandonnée. Tout ce que j'ai construit. Nous avons construit, corrigeai-je. Et je ne prends pas tout. La structure de l'entreprise reste intacte, moins le détournement de fonds et les sociétés écrans. Vous conserverez vos parts comme convenu initialement, 40% contre mes 60% de contrôle. Les sourcils de Martine se haussèrent approbateurs. Elle comprenait ce que je faisais, protéger l'entreprise tout en veillant à ce qu'Antoine ne puisse pas prétendre que j'avais agi par pure vengeance. La seule différence, continuai-je, c'est que j'assumerai le rôle de PDG avec effet immédiat, toute la surveillance financière revenant aux canaux appropriés. Pour la première fois ce soir-là, Antoine parut vraiment vaincu. Pas en colère, pas calculateur, mais vide, comme s'il ne pouvait pas comprendre à quel point ses plans s'étaient effondrés. Tu ne tiendras pas 6 mois à diriger cette entreprise, dit-il sèchement. Tu n'as pas ce qu'il faut. Je souris alors, non pas avec malice, mais avec une certitude authentique. Mon père a bâti un empire de la construction avec rien d'autre que de la détermination et de l'intégrité. J'ai hérité des deux. Le dîner se termina peu après, nos invités partant avec des poignées de main et des regards significatifs. Léa s'éclipsa pendant l'agitation. Amélie s'attarda la dernière, son visage strié de larmes, un portrait de regret. Pour ce que ça vaut, dit-elle doucement, je t'envoie la vidéo. Utilise-la comme tu en as besoin. J'acquiesçai une fois, n'acceptant ni ne rejetant sa tentative d'amende honorable. 3 mois plus tard, j'étais assise dans le vieux fauteuil en cuir de mon père, celui que j'avais déménagé dans le bureau du PDG chez Élan Numérique. L'accord Lefebvre avait été conclu avec succès, injectant des capitaux dans l'entreprise qui alimentait notre expansion sur 2 nouveaux marchés. Antoine avait démissionné de son rôle opérationnel mais restait un actionnaire silencieux, son avocat communiquant sa décision d'éviter une procédure de divorce contentieuse en échange du règlement que j'avais proposé. Le mur derrière mon bureau, autrefois nu, portait désormais la devise encadrée de mon père, comprend toujours le plan complet avant de commencer à construire. À côté, était accroché le plan d'affaires original d'Élan Numérique, écrit de ma main avec les commentaires de mon père inscrits dans les marges. On frappa à ma porte avant l'entrée de Martine. Après la révélation du dîner, elle avait accepté de servir de directrice financière par intérim pendant que nous restructurions. Chiffres finaux pour le trimestre, annonça-t-elle en posant un dossier sur mon bureau. Nous sommes en hausse de 17% par rapport aux projections.
Je souris, ressentant un sentiment de paix qui s'était installé progressivement au cours des derniers mois. Le chagrin de la trahison n'avait pas disparu, il s'était transformé en quelque chose d'utile, sagesse, prudence, force. Avez-vous pris une décision concernant l'expansion vers l'ouest, demanda Martine en s'installant dans le fauteuil en face de moi. J'ouvris le tube à plans de mon père, extrayant les plans d'architecte que j'avais examinés. Oui. Nous posons la première pierre le mois prochain. Non seulement pour un nouveau bâtiment de bureau, mais pour mon avenir. Un avenir que je concevais moi-même, avec des yeux clairs et la connaissance durement acquise de ce que j'étais capable de survivre et, plus important encore, de ce que j'étais capable de construire à partir des cendres de la trahison. Si cette histoire de reconquête du pouvoir a résonné en vous, veuillez cliquer sur s'abonner. C'est gratuit et cela aide à soutenir d'autres histoires comme celle-ci. Laissez vos réflexions dans les commentaires. Avez-vous déjà trouvé de la force lorsque quelqu'un vous a sous-estimé? Merci d'avoir écouté et à la prochaine.